Bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on va vous parler d'un écosystème de data unifié avec un exemple assez probant pour l'écosystème du Saint-Laurent, que vous connaissez peut-être un petit peu, mais vous allez apprendre à un peu mieux le connaître encore aujourd'hui. Voilà, et je vous présente rapidement de qui on va parler. On va se présenter d'abord, qui on est, le groupe Agile DSS, et puis vos deux intervenants aujourd'hui. Vous présenter un petit peu le contexte de projet qu'on a dû avoir à traiter avec notre client, nos donneurs d'ordre, où on en était au début du projet, ce qu'on cherchait à faire. Puis ensuite, les différentes étapes de ce projet-là. Puis on vous montrera ce que ça a donné. Okay, si ça a marché ou si ça n'a pas marché. Ce sera à vous de nous dire. Ok. Qui on est aujourd'hui. Moi, je vais me présenter, puis après, je vais laisser Alexandre se présenter, puis présenter le groupe. Donc, je suis Édouard Fugier, je suis chef de projet data pour le groupe Agile DSS. Et donc, j'encadre en général des missions de conseil stratégique auprès de nos clients dans la data. Donc, bonjour à tous. Alexandre Langlois, vous allez reconnaître le Québec. Si vous êtes d'ici, vous allez peut-être vu dans le titre. Je viens du groupe Agile DSS, mais plus le volet Montréal. Donc, Agile DSS, on est un groupe qui... dans l'autre sens. Un groupe qui se situe principalement au Québec et tout nouvellement à Nantes. Donc, on est près d'une centaine de conseillers spécifiques en data management, donc en intelligence d'affaires et un peu d'IA graduellement. Puis, on traite tout type de secteur, tout type de mission. Donc, on en continue une quarantaine de clients actifs sur le Québec et sur la France. Qu'est-ce qu'on fait au sens large? On fait bien sûr l'augmentation d'expertise, donc on vient ajouter l'expertise supplémentaire dans des équipes data, architecture data. On fait des squads, donc tout ce qui est des équipes déployées, c'est ce que vous allez entendre parler aujourd'hui. Donc on déploie des équipes chez des clients pour des missions très, très spécifiques, très nichées, où on va déployer des équipes complètes. Puis on fait bien sûr tout le volet conseil en management, feuille de route en data, notamment ce que mon collègue Édouard fait en mission régulièrement. On a une tonne de partenaires, principalement technologiques. Vous le savez, depuis des années, le nombre de technologies a augmenté beaucoup dans le monde du data. C'est important d'avoir ces partenaires-là. Vous les voyez ici, vous en avez quelques-uns qu'on voit déjà présents, donc que ce soit Snowflake, que ce soit du côté Azure, Microsoft très présent, Google, GCP, on est très près d'eux, Databricks. C'est des technologies que vous allez retrouver. D'ailleurs, on va vous présenter aujourd'hui une des architectures qu'on a déployées dans le cadre du mandat. Vous allez retrouver ces partenaires-là. Dans le contexte du projet, je vais le débuter, puis je passe la parole à Édouard pour la suite. Notre donneur d'ordre principal, la Société de développement économique du fleuve Saint-Laurent, qui en fait est un regroupement de plus de 200 acteurs importants dans le développement d'une des artères principales maritimes du Québec et même de l'Amérique du Nord. Donc, qui se veut, dans le fond, une société qui va aider à ce que la logistique se passe bien au niveau du fleuve Saint-Laurent, qui en fait fait le transport de marchandises maritimes là, pour toute l'Amérique du Nord. La journée où ça ne fonctionne pas bien, on a un problème économique grave en Amérique du Nord. Donc, c'est important de stimuler cet écosystème-là et de le moderniser, ce qu'on va d'ailleurs vous parler aujourd'hui. Oui. Donc, effectivement, la Société de développement économique du Saint-Laurent, c'est un organisme d'État aujourd'hui, dont la mission première, justement, c'est de faire rayonner toute la partie économique, sociétale et environnementale de l'écosystème du Saint-Laurent. Quand on parle de l'écosystème du Saint-Laurent, on parle aujourd'hui de plusieurs différentes institutions. Les institutions gouvernementales qui sont là pour aider, encadrer et structurer l'activité auprès du Saint-Laurent. On parle des ports. Le port de Montréal est un des très gros ports au long de l'écosystème du Saint-Laurent. Quand je parle de l'écosystème du Saint-Laurent, on le verra sur une carte tout à l'heure, mais pour ceux qui sont peut-être un peu moins forts en géographie, il y a tous les estuaires du Saint-Laurent, mais il y a tous les grands lacs américains. C'est de tout cet écosystème-là qu'on parle. Donc il y a tous les ports américains et tous les ports canadiens qui sont ici. Les différents expéditeurs. Donc là, aujourd'hui, les expéditeurs, c'est ceux qui sont les commanditaires, c'est les donneurs d'ordre. Donc les marchandises qui d'habitude transitent sur ce genre de secteur-là, c'est des minerais de fer, c'est des grains, c'est du sel, c'est le genre de matières en vrac qui sont positionnées sur le Saint-Laurent. On retrouve aussi les tankers, évidemment, et tout ce qui est la gestion du fuel et des énergies. Il y a aussi tous les transporteurs. Donc c'est principalement avec un des transporteurs qu'on a travaillé et qu'on présentera tout à l'heure. Donc les transporteurs, c'est ceux qui affrètent les navires, qui opèrent les navires et qui vont livrer les marchandises tout au long de l'écosystème. Et puis les terminaux, élévateurs, c'est ceux qui opèrent le système. Vous le voyez ici sur une brève présentation. Ici, c'est tout cet environnement-là économique. Aujourd'hui, ça couvre 2 pays. Et si c'était un pays à part entière, rien que cette zone-là économique serait la 3e zone économique du monde.
Donc on a énormément d'échanges de valeurs, on a énormément d'échanges commerciaux qui s'opèrent sur cette zone-là. Pour le Québec, qu'est-ce que ça représente? Ça représente plus de 8000 navires par an qui circulent, hein. On l'a mis ici, c'est 2,5 fois ce qu'on peut retrouver aujourd'hui en volume de ce que le port de Saint-Nazaire va pouvoir traiter. Donc énormément d'échanges, énormément d'activités, plus de 20 ports stratégiques et puis plus de 400 entreprises au global qui travaillent sur cet écosystème. Vous voyez un exemple à peu près des navires. Quand on parle d'un navire comme ça, on parle d'environ 30-35 000 tonnes de marchandises. Donc ce n'est pas des navires qui sont très efficaces niveau écologique, parce qu'on s'arrête dans les passes, on ne va pas vite. Donc on consomme énormément de fuel, donc la consommation d'énergie est très prioritaire comme problématique. Maintenant, ça enlève 1000 camions sur la route, quoi, à peu près. Le contexte du projet, ce que nos clients nous ont demandé justement, c'était de se dire comment on va réussir avec toutes nos données et toutes les datas qu'on a l'habitude de traiter, comment on va réussir à être meilleurs tous ensemble. Donc l'objectif du consortium, c'était de se dire comment je fais évoluer tous mes différents acteurs dans mon consortium pour faire en sorte que on soit meilleurs tous ensemble et qu'on puisse partager de la donnée. Donc l'idée est née en fait de créer un modèle de data commune et de pouvoir se les partager au sein d'un algorithme que tout le monde puisse utiliser. Donc il est clair que chaque donnée stratégique de chaque acteur qui participe au consortium doit être sécurisée et ne doit pas être partagée, puisqu'on a des gens qui sont concurrents dans le consortium. Par contre, on veut récupérer de la valeur. C'est-à-dire que si j'ai l'entreprise 1 qui décide de dire je veux optimiser ma route sur le fleuve, par exemple, pour un voyage, c'est la même problématique pour son concurrent. Donc ils ont besoin d'un modèle qui leur permet d'être plus efficace, mais il ne faut pas qu'on puisse partager les données. Donc il y a tout un volet sécuritaire qui est compliqué et tout un volet de communication montante et descendante. Comment je récupère les données auprès de mes acteurs et comment je leur relivre dans une plateforme sécurisée. Deux gros objectifs qu'on a essayé de couvrir, c'était premièrement réduire l'impact environnemental. Comment on réduit l'impact environnemental? On a des navires qui brûlent un demi-million de fuel à chaque fois qu'ils sont sur un voyage. Donc une réduction même de 3, 4, 5% de la consommation de fuel sur ces navires-là, c'est énorme. En bout de ligne, on a une réduction environnementale, mais on a aussi un impact économique. Évidemment, plus on est efficace sur comment on transfère nos marchandises, et moins ça va nous coûter. Autre facteur important qu'on a cherché à améliorer, c'est le temps d'attente. Ces navires-là ne sont pas efficaces. Quand aujourd'hui, on a par exemple à un port un navire qui a un retard de 3 heures, et votre bateau, pendant qu'il est au port, il faut payer. Donc c'est des coûts très importants alors que le navire ne travaille pas. Donc c'était ça l'objectif du projet, améliorer la route pour essayer de consommer moins de fuel et pour attendre moins longtemps au port. Vous avez peut-être plus l'habitude de voir ça sur les avions, où on a souvent tous les avions qui volent en temps réel. Ça, c'est la circulation sur le Saint-Laurent en temps réel. Donc on a aussi beaucoup de navires qui fonctionnent en temps réel, un petit peu partout et sur toute la côte américaine aussi. Dans les différentes étapes, dans ce qu'on va vous présenter, on a structuré notre approche en 8 étapes principales, en 4 grands volets. Les 4 grands volets, d'abord on accompagne le consortium, on discute avec tous les acteurs, pas forcément la partie la plus facile, mais pas la plus longue. Une fois qu'on est d'accord sur un cahier des charges commun, on déploie cette fois-ci notre stratégie au niveau des entreprises, vous allez le voir. Et puis après, derrière, remontée d'informations pour avoir une vue globale. Et en final, maintien en conditions opérationnelles et développement du modèle aux différents acteurs. Okay, on commence au plus large avec le consortium. Tiens. Donc, d'un point de vue... Oups, ça a changé. Donc, d'un point de vue idéation avec le consortium, important, on a parlé tantôt, c'est des acteurs qui sont en compétition. Donc, c'est de retirer les besoins, en fait, des différents acteurs, comprendre, aligner une vision commune vers laquelle on va aller moderniser ces acteurs-là du consortium. Puis l'idée, encore là, c'est d'utiliser une approche stratégique qu'on utilise souvent dans le mode dans des feuilles de route en data. Donc, une approche de ce qu'on appelle du balance scorecard. Donc, aller voir le volet financier, le volet opérationnel, le volet expertise des différents acteurs, puis voir comment on peut les accompagner à se moderniser. Que ce soit de rajouter des capteurs de données sur les navires jusqu'à changer les logiciels opérants sur les navires et même sur dans le back-office de la gestion. Donc, on a aidé les acteurs à créer leur vision technologique. Éventuellement, ce qui va nous amener à être capable de voir le delta, donc la différence entre la vision et où il se trouve aujourd'hui pour être capable d'atteindre une cible moderne en technologie. Bien sûr, à ça, il y a un plan de projet préliminaire qui doit être soumis au consortium. Encore là, pour leur dire, voici ce qu'on veut faire dans les prochaines années. Vous allez le voir, c'est un projet de plusieurs années. Donc, voici le plan de projet préliminaire pour être sûr qu'on a l'engagement de tous les acteurs là-dedans et que la suite va faire du sens pour tout le monde.
Ensuite, un cahier des charges, bien sûr, aller avoir un cahier des charges commun, idéalement pour tous les acteurs, mais nous, dans cet élément-là, c'était aussi d'identifier quelques champions. Donc, des entreprises, dont une qu'on va vous présenter aujourd'hui, le projet très spécifique sur lequel on a travaillé, un des champions, une des entreprises championnes qui veut se transformer, qui a les moyens, qui a les objectifs et qui est capable de nous suivre d'un point de vue technologique, qui peut être inévitablement un exemple pour la suite des entreprises qui doivent se moderniser. Dans notre cas, ça a été une entreprise dans le transport maritime qui a été utilisée. Ça aurait pu être dans les chaînes secondaires, donc le transport ferroviaire et tout, mais pour l'instant, notre choix s'est arrêté là-dessus, ce qui faisait beaucoup de sens. Donc, à la fin de cet exercice-là des cahiers des charges, on en sort un projet, un budget préliminaire encore là pour faire avancer la feuille de route vers la modernisation. Puis on est déjà dans les cibles technologiques, donc on est déjà en train d'identifier les architectures sur lesquelles on va travailler, puis les différents modes de calcul, puis tout le volet de données qu'on va aller traiter. Et donc, on a un écosystème numérique en arrière de ça qu'on doit aller, puis bon, pour parler en termes technologiques, donc on a typiquement un data warehouse, un lake house, à aller mettre en place pour faire l'acquisition de données des navires et des différents acteurs externes pour mettre ça en commun, puis aller en ressortir certains modes de calcul, des tableaux de bord et des algorithmes qui vont nous aider à la suite. Donc, dans cette approche-là, qu'est-ce qui était la clé? C'était d'identifier les écosystèmes avec lesquels on allait travailler et le delta entre ce qu'on veut réaliser puis l'état actuel des choses, à quel point on est loin de la cible. Il faut comprendre que c'est des entreprises, surtout dans le transport maritime, qui sont sur des vieilles architectures technologiques. C'est pas typique, on n'est pas dans le bancaire ou dans l'assurance. C'est des entreprises qui n'ont pas besoin de technologie initialement pour fonctionner. Et là, ça commence. Pour eux, c'est une grande modernisation. Donc, travailler avec ces acteurs-là pour démocratiser l'intelligence d'affaires avec eux, qu'ils comprennent à quoi ça sert, qu'ils comprennent le mouvement qu'ils doivent faire. Ensuite, mise à niveau de leur structure de données. Donc, encore là, on est sur des systèmes qui ne sont pas habitués d'interopérer ensemble. Donc, aller mettre des structures de données en place qui vont nous permettre, de faire parler les données ensemble, puis éventuellement même d'en tirer une valeur substantielle pour faire, éventuellement l'intelligence artificielle, mais juste pour l'instant, d'analytique avancée, de la mathématique, pour être capable de, comme on disait tantôt, optimiser la chaîne logistique, donc le flux de transport maritime sur le fleuve, réduire les temps d'attente, réduire la consommation de fuel. Un exemple d'architecture, pour descendre un petit peu à un niveau technique pour ceux qui sont à l'aise avec ce type d'architecture-là. Donc, on est allé sur une architecture sur Azure, avec du Databricks pour le volet compute, et une architecture médaillon pour le stockage, donc bronze, silver, gold, pour éventuellement avoir quelque chose qui va évoluer dans le temps avec les acteurs, pas juste pour le projet de modernisation dans le contexte du fleuve Saint-Laurent, mais même pour leur utilisation à eux, donc d'un point de vue vertical en tant qu'entreprise, venir réutiliser leur lakehouse pour toutes sortes d'optimisation, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue logistique. Donc, vous voyez ici, on a une acquisition de données, un stockage, avec une transformation sur ADF, Azure Data Factory, éventuellement poussé sous Databricks pour le compute, puis une consommation Power BI qu'on voit aussi beaucoup ici là, en France, Power BI qui est la plateforme de base pour la consommation, pour tout ce qui est écosystème Microsoft. On aurait pu utiliser toutes sortes d'autres technologies. Le contexte amenait à utiliser du Microsoft ici. Ouais, peut-être. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est bon. Un mot là-dessus aussi qui était important pour notre client, c'est l'IoT qu'on voit ici, juste en bas du schéma. Pourquoi? C'est parce que juste avant de s'engager sur ce projet de transformation avec l'écosystème et avec le consortium, ce client-là avait rétrofité ses navires. Donc quand on parle aujourd'hui, on est vraiment très très technologique et puis on parle de beaucoup de solutions super intéressantes ici aujourd'hui. Mais il faut savoir que ces navires-là, par exemple, même ne serait-ce que le niveau de fuel dans le navire, c'était encore une corde à nœuds et puis on vient regarder où on en est dans le niveau de fuel. Donc on n'était pas du tout dans quelque chose de très bien automatisé et autres. Donc ce qu'on a fait juste avant ce volet-là, c'est qu'on a créé, en fait, on a commencé à équiper les navires, enfin notre client a équipé ses navires avec 14 ou 15 capteurs dans le navire qui donnaient des points de données sur la santé du navire et comment le navire performe à toutes les 5 minutes. Donc l'architecture qu'ils avaient en place en fait, avant de basculer sur ce type d'architecture n'était plus capable de toute façon aussi de traiter ce volume de données et puis cette acquisition de données. Donc l'avantage aussi de basculer avec le consortium sur une modernisation de leur architecture de données, c'est que ça leur permettait d'être plus efficaces et de capitaliser un petit peu plus sur le projet qui avait été fait.
Une fois qu'on a eu fait tout ça, donc une fois que l'architecture de données a été mise en place chez notre client et qu'on commençait à avoir des données assez stables et puis récupérer des données qui étaient cohérentes, on a commencé à créer justement la mise en groupe en fait, de toutes les données qu'on allait utiliser pour justement essayer de construire notre algorithme, pour essayer justement d'optimiser la route des navires. Il faut savoir que qu'est-ce qu'on utilise comme données quand on cherche à optimiser la route des navires. On utilise la météo, on va utiliser la draft, c'est-à-dire la hauteur d'eau dans les ports. Ça va définir le tonnage qu'on va pouvoir récupérer sur un navire et ça va définir aussi un peu les vitesses. Pour être encore plus précis sur la vitesse, donc pour donner des préconisations sur la route du navire, on va avoir besoin du temps d'attente au port. Donc on a besoin d'avoir une remontée d'informations de tous les ports et de tout l'écosystème en permanence, de qui est en train de décharger, qui est en train de charger, qui est à l'attente, à quel moment je vais pouvoir céduler mon navire. Donc c'est ça tout l'enjeu. Toutes ces datas-là, elles sont publiques parce que c'est des datas gouvernementales. Okay, donc c'est normé, on est obligé de les mettre à disposition. Donc nous, en mixant les données des clients et en utilisant les données gouvernementales, l'objectif c'est d'optimiser la route du navire. Donc là, on a décidé après de développer un algorithme, quelque chose d'assez standard. Je pense que ça, c'est des choses qui doivent aussi vous parler. Dans ce modèle-là, ce qu'on a fait nous, c'est pas de l'IA, hein, c'est juste des maths, hein, en fait, ça fait pas mal. Et puis, on n'est même pas dans du machine learning réellement. Aujourd'hui, on a d'abord des premières étapes d'ingestion des sources de données qui arrivent de nos clients. On a une première étape qui a été faite de data pre-processing. Le pre-processing, à cette étape-là, c'est surtout d'essayer de normaliser et d'indexer les données qu'on récupère de nos clients. Parce que les données n'arrivent pas toujours dans la même structure. On vous l'a dit, nous, on a accompagné un des clients et un des 15 champions qui a été identifié par le consortium. D'autres de nos partenaires ont aidé les autres clients. Donc on n'est pas tous arrivés sur la même architecture de données. Donc on est obligé d'avoir cette étape de pré-processing qui permet d'uniformiser nos données et puis de s'assurer qu'on sait les traiter. L'étape qui vient après, sur le paramétrage et la préparation des paramètres, là, l'objectif, c'est de choisir nos vecteurs. C'est de choisir quelles informations vont être importantes dans le calcul de notre algorithme pour faire en sorte que ça reste pertinent. Aujourd'hui, on collecte énormément d'informations, mais l'épaisseur de coating sur le main shaft du navire ne va sûrement pas interagir beaucoup sur le modèle de la meilleure route possible. Donc, on est obligé d'éliter un peu notre modèle, on est obligé de le réduire. Et puis comme on a aussi des fois des problèmes de passation en production, on essaye d'avoir un stock de données quand même assez gérable pour éviter d'avoir des problématiques quand on scale. Sur le modèle après, sur l'évaluation du modèle et le fine-tuning, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on entraîne notre modèle sur un subset de données qu'on connaît. Comme ça, on sait quel résultat on va pouvoir avoir en finale. Et ça nous permet d'être plus précis. Comme ça, le moment où on scale up le modèle, on arrive avec des données qu'on sait être confiantes. On sait qu'on sait les utiliser correctement. Et après, la couche de consommation, c'était d'être capable de redonner ça aux différents acteurs du consortium. Avant de passer sur le résultat et le livrable, les deux dernières étapes qu'on a dû conduire, la deuxième étape, c'était justement la remise à disposition du résultat du modèle aux différents acteurs. Donc tous les acteurs du consortium n'avaient pas non plus le même objectif sur le modèle. Notre client à nous, c'était l'optimisation de la route. Donc l'objectif et le livrable final qu'on devait lui donner, c'était une feuille de route qui était disponible par navire. On en verra un exemple juste après. Et donc l'objectif, c'est un client qui opère à peu près 80 navires à peu près sur l'écosystème Saint-Laurent États-Unis. Et donc il veut avoir accès en temps réel à sa position de navire et sa route optimisée. En finale, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais il y a toute une logique de maintien en condition opérationnelle. N'oublie pas que notre donneur d'ordre, c'est un consortium. Ce n'est pas un client. Et le consortium, son but ultime à lui, c'est pas spécialement d'être propriétaire d'une plateforme de données. Donc le projet ne peut se faire que par ce genre d'acteurs économiques qui sont là pour rassembler les forces et rassembler différents clients. Mais sa vocation intrinsèque, c'est pas de devenir un champion d'une plateforme de données et d'opérer une plateforme de données. Donc arrivent les questions de propriété, les questions de contrôle de la donnée et ce genre de choses. Okay. Sur lesquelles on les a accompagnés. Rapidement, parce qu'il nous reste sûrement que 2 slides, je crois. Voilà un exemple de livrable. Vous le voyez aujourd'hui, ce qu'on a essayé d'optimiser, ce qu'on a réussi à optimiser, c'est les carrés que vous voyez ici en vert. Donc ici, on a une feuille de route d'un navire qui doit aller de Sault-Sainte-Marie jusqu'à Halifax avec les différentes dates et ses différentes vitesses. Donc une feuille de route comme ça, ce qui se passe, c'est que la quantité ici qui va être prise, avant était calculée par le capitaine. C'est lui qui est responsable de la marchandise qu'il met dans son navire. Et aujourd'hui,
avec les différents calculs qu'on va récupérer, avec le forecast weather justement sur la route du navire et puis les hauteurs d'eau dans les ports, on lui donne une préconisation du tonnage maximal qu'il a le droit de prendre. Et on va réduire ou augmenter la vitesse du navire en fonction des temps d'attente au port. Si on sait par exemple que le dock à Montréal est disponible à 10 heures et qu'on était parti sur notre route en roulant à 15 nœuds pour arriver à 9 heures, ça ne sert à rien, on ralentit notre vitesse. Donc en adaptant sa vitesse, on réduit la consommation de fuel la plupart du temps et on arrive au dock qu'au moment où on doit arriver au dock, pas avant. Voilà le résultat. La conclusion, rapidement. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a moins bien marché ? Parce que tout n'est pas toujours ultra rose. Là où on dit qu'on a des leçons apprises, c'est parce que la mise en commun des données particulièrement était difficile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a discuté avec un consortium, ça a demandé énormément d'efforts pour faire en sorte que tous les acteurs se parlent, que tous les acteurs décident de partager de la donnée. Et il a fallu être très transparent sur le niveau de sécurité et de qualité qu'on était prêt à avoir. Là où c'était compliqué, j'en parlais tout à l'heure, cette feuille de route-là, ici, là, il n'y a quand même encore qu'un seul maître à bord, c'est le capitaine. Donc on ne peut lui faire que des préconisations. C'est encore lui qui décide de ce qu'il met dans son navire et la vitesse à laquelle le navire va. Donc il faut intégrer ce genre de changement dans les processus métiers. Et aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas. Donc aujourd'hui, c'est des préconisations qui permettent d'être meilleurs et plus efficaces. Mais s'ils veulent ne pas les respecter, ils sont encore capables de ne pas les respecter. On ne parle pas encore de navires autonomes. La scalability du modèle a aussi été un problème, puisque quand on était dans des proof of concept, on a réussi quand même à avoir des très bons résultats sur la performance de la route. Dès que sur un modèle comme ça, on commence à passer en production, on a des problèmes de scalability sur ça. Les gros points positifs, c'est que ce genre d'initiative a permis finalement sur 15 entreprises de l'écosystème de moderniser leur architecture de données, ce qui aurait été sûrement un petit peu difficile s'ils avaient dû le faire seuls. Donc ça a été un accompagnement auprès de 15 très gros acteurs du Québec qui a été très important, puisque ça ouvre le champ des possibles. Plus vous êtes aujourd'hui, je dirais, à la pointe en fait, de ce qui se fait en termes de traitement des données, et plus vous pouvez engager un futur où vous pouvez imaginer d'autres projets qui seront plus intéressants. Ça a été le cas de nos donneurs d'ordre. On continue de les accompagner sur d'autres projets qui ont plutôt tendance à l'idée seule, cette fois-ci moins avec le consortium, mais ça a permis tout un dynamisme autour de cette data. Voilà. Merci à tous. Si vous avez des questions, je pense qu'on a peut-être 1 ou 2 minutes pour prendre des questions, s'il y en a. Oui, bonjour. La question, c'est le problème de scalabilité était lié à quoi? En fait, je vais débuter la réponse, puis Édouard pourra continuer. Bien, il y a le volet performance, donc le nombre de paramètres qu'on prend dans le modèle et le nombre de navires qu'on va traiter. Éventuellement, on va aller jouer là-dedans. C'est facile de le faire en preuve de concept. Lorsqu'on arrive en production, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. On reçoit de la donnée en retard. On doit computer 4 ou 5 navires en même temps alors que ce n'était pas prévu. On avait prévu différemment. L'autre volet, on en entend un peu parler aujourd'hui, tout le volet finance, le volet FinOps. Donc, on peut aujourd'hui, les modèles, il n'y a typiquement pas de limite de performance d'un point de vue infrastructure dans le nuage. Le problème, c'est les finances en arrière de ça. Donc, le ROI, le retour sur investissement, tombe rapidement si on augmente la puissance du modèle, juste par principe qui est mal codé. Donc, on fait juste augmenter ce que ça prend. On parle d'écologie, puis on parle de finances là-dedans. Donc, il y avait ces deux volets-là. On a fait quelques itérations pour optimiser le modèle. Ce n'est pas parfait aujourd'hui. On a gagné beaucoup en scalabilité. Ouais, il y avait le point de qualité des données aussi qui était problématique. On avait, on parlait tout à l'heure par exemple de récupération de data par IoT. C'est des navires en fait qui sont connectés en VSAT aussi. Donc on a une récupération de données qui n'est pas très stable. Pas un Wi-Fi ultra stable en fait, et puis des connexions de données ultra stables. Donc on a beaucoup d'erreurs dans les datas qu'on récupère. Donc on a dû éliter et un petit peu, des fois, un peu tailler fort dans les données juste pour se dire, OK, on récupère que les données qui sont les plus importantes, mais du coup, ça déstabilise un peu le modèle. Ouais. On fait que du... Parce qu'éventuellement, c'est le modèle qui perd en qualité si on doit faire de l'inférence sur des données qu'on ne reçoit pas. C'est un peu l'enjeu, effectivement, et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller aujourd'hui sur des navires autopilotés par la donnée. On va y arriver. Les modèles peuvent le permettre, mais encore là, il y a beaucoup la notion de stabilité et de qualité de données. C'est un super bon point. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Mm-hmm. Ouais. La question, c'est au niveau de l'uniformité de données, ça a été un challenge. Comment on a fait pour gérer ça? En fait,
beaucoup par rapport au nombre d'acteurs qu'on a alentour de la table qui ne fonctionnent pas nécessairement sur les mêmes technologies et même les mêmes processus d'affaires qui vont souvent là venir teinter le grain de la donnée, la nature de la donnée. Et encore là, c'est de mettre de la gouvernance en place. Donc, de la terminologie, dictionnaire de données, définition, mode de calcul, s'entendre sur les bases, les principes de gouvernance. Puis ensuite, après ça, on peut plus facilement exiger, demander un certain niveau de données. Donc, on vient expliquer le besoin derrière la demande en données. Donc, c'est finalement un requis de données qui est très bien détaillé, la définition et tout. Puis ensuite, on fait une demande de données vers les fournisseurs qui vont nous la renvoyer selon leur compréhension. Mais ça demande assurément des changements d'un point de vue fournisseur de données. Donc, tantôt, on en parlait dans ces acteurs-là. Eux ont dû se moderniser aussi pour se mettre à niveau, pour être capable de rentrer dans cette modernisation-là selon les requis de données qu'on avait fournis. Fait que nous, on dit, le modèle a besoin de ces 8 paramètres-là. Voici le grain qu'on a besoin et la fréquence. Là, la commande part vers l'acteur du consortium, disant, il faut que tu nous fournisses ça, trouve une manière. Voici les options qu'on a pour toi, mais il faut que tu trouves la manière à toi qui te convient, mais voici la définition de la donnée que j'ai besoin, et c'est ce que je m'attends. OK. Juste terminer la réponse pour ne plus de temps après, je suis désolé. Mais en fait, non, il n'y a pas de standard aujourd'hui, malheureusement, qui existe pas pour faire ce qu'on avait à faire. Donc, on l'a développé avec l'expertise. On n'a pas l'expertise maritime à GilDSS, donc on se fiait sur le consortium pour amener la maturité à ce niveau-là. Je pense qu'à terme, on va y arriver avec une certaine forme d'uniformité dans ce type de gouvernance-là de données dans le monde maritime. On n'aura pas le choix, mais au niveau du Saint-Laurent, il n'y était pas du tout. Là. Merci tout le monde. On est là si vous avez d'autres questions, mais on doit quitter. Merci. Merci.